Monsieur le ministre, je vous remercie d'être parmi nous par visioconférence, même si, comme tous vos prédécesseurs l'avaient fait, nous aurions préféré vous accueillir en présentiel à notre 27e université d'été. Mais je ne méconnais pas la violence de la crise sanitaire et les contraintes très intenses de votre emploi du temps. Cette 27e université d'été de la CSMF a choisi de travailler sur le thème de l'environnement et de la santé afin de construire l'avenir. Construire l'avenir parce qu'aujourd'hui, la médecine libérale est en crise et elle a besoin d'une vision pour demain. Cette crise est majeure. Elle est d'abord liée à un métier de plus en plus difficile, à une sollicitation accrue des patients, à une dérive bureaucratique et administrative de notre métier maintes fois dénoncée, et à une crise démographique médicale sans précédent. Il nous faut répondre aux besoins de la population en demande en soins. Cela devient très difficile, voire critique dans certaines zones, dans certaines spécialités, en raison de l'évolution démographique, de la transition épidémiologique et des contraintes du métier. Les médecins libéraux sont en crise parce qu'ils sont épuisés, fatigués par tant de mois à lutter contre cette pandémie. Sur le front, dès le premier jour, sans protection, ils ont mené ce long combat mois après mois, vague après vague, contre cette terrible épidémie dans notre pays. Mieux, ils ont répondu présent, avec abnégation, dans tous les territoires pour vacciner la population. Monsieur le ministre, ce sont eux qui ont organisé les centres de vaccination hors structure hospitalière publique, avec l'aide des collectivités locales et qui les font fonctionner en plus de leur activité quotidienne dans leur cabinet. Et ils se sont aussi impliqués pour développer la vaccination dans leur cabinet. Vous ne leur avez pas simplifié la tâche en leur attribuant dans un premier temps le vaccin auquel les Français n'avaient aucune confiance et qui a été décrié dans les médias. Aujourd'hui, ils continuent à s'investir pour vacciner tous azimuts et gagner cette bataille. Ils sont eux-mêmes tous vaccinés, montrant l'exemple à la population et bien sûr à tous les soignants. Ils attendent maintenant le vaccin Pfizer que nous réclamons depuis si longtemps et si possible en monodose. Ils attendaient beaucoup de l'avenant 9 et ils ont été déçus. Néanmoins, nous avons souligné les avancées tarifaires significatives et nous avons signé cet avenant malgré les désaccords qu'il contenait, en particulier sur le SAS et sur le DMP. Aujourd'hui, le temps est à la réflexion sur l'avenir et la future convention 2023 qui interviendra après les élections présidentielles. Nous savons tous votre rôle majeur dans l'actuelle politique de santé du gouvernement. Nul ne sait ce que sera cette élection présidentielle, mais il est possible que vous y jouiez à nouveau un rôle important en matière de santé dans l'avenir. La médecine libérale est adulée par les Français. Les patients aiment leur médecin traitant, aiment leur médecin spécialiste et lui font confiance. Mais leur médecin libéral va mal, car ils ne se sont pas reconnus à la hauteur de son engagement, non soutenus dans ses efforts contre cette pandémie, voire quelquefois méprisés par les pouvoirs publics. Beaucoup s'interrogent même sur leur avenir professionnel. Il faut que vous entendiez ce cri d'alarme et que résolument vous preniez en compte les difficultés de la médecine libérale comme vous avez pu et su le faire pour l'hôpital public. Nous attendons beaucoup de vous car nous n'avons pas manqué de répondre à vos appels multiples. Réorganiser la médecine libérale, lui donner les moyens de répondre aux besoins de la population dans la qualité et l'efficience, voici l'enjeu des années à venir. Merci pour votre écoute et je vous remercie d'accepter de répondre à quelques questions. Bien, Monsieur le Président, cher Jean-Paul Ortis, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers tous, oui, je suis heureux d'être avec vous pour clôturer cette première journée de vos universités d'été. C'est toujours évidemment un moment fort dans l'agenda un peu perturbé, et vous l'avez compris ces derniers temps, des politiques de santé. Vous connaissez mon attachement au dialogue social, au débat d'idées, à la confrontation parfois quand il le faut, dès lors qu'il s'agit d'améliorer notre système de santé. Alors me voilà devant vous, certes à distance, je ne pouvais pas venir jusqu'à Antibes parce que c'était très très loin de mon ministère, hélas sur une journée encore très chargée comme vous l'avez dit, mais je suis avec vous pour dialoguer, je pense que c'est l'essentiel. Vous avez choisi cette année un thème important, vous n'en avez pas parlé, Président, sur le fond dans votre allocution, c'est un thème qui m'intéresse et qui m'est cher, qui est la santé-environnement. Évidemment, ça nous préoccupe encore plus dans un contexte de pandémie, alors que la France va bientôt présider l'Union européenne et que nous allons mettre sur le devant de la scène ce qu'on appelle une seule santé, le One Health, qui permet de conjuguer la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale.
de manière à améliorer la prévention et, je dirais, être plus actif pour prévenir et empêcher certaines pandémies notamment. C'est un défi majeur de notre temps, un défi qui concerne tout le monde et qui nous oblige à nous réinventer, à innover, bien sûr, et parfois même à nous remettre en cause ce qui, paraît-il, ne fait jamais de mal. Il y a ce défi immense, donc, qui conditionne tous les autres, mais qui ne me fait évidemment pas oublier les enjeux concrets et immédiats de notre système de santé, au premier rang desquels la vaccination, vous en avez parlé. Et évidemment, je remercie les médecins libéraux pour leur engagement tout au long de cette crise sanitaire. D'abord pour assurer la continuité des soins, désormais pour vacciner en plus du reste, et puis répondre aux interrogations et aux doutes. Vous avez été sur le pont et aujourd'hui encore, les Français savent qu'ils peuvent compter sur vous. Vous aurez noté, parce que vous avez parlé, mais j'en ai l'habitude, de ce qui avait pu faire défaut, mais je tiens à souligner que contrairement à d'autres campagnes de vaccination, me semble-t-il, les médecins libéraux ont été plus qu'associés à cette vaccination, dans les centres d'abord, vous l'avez dit, ils ont participé à les structurer, c'est vrai, mais également dans leur cabinet de ville, et même, si j'étais un peu taquin, je dirais que j'attends encore plus dans les jours et les semaines à venir. Oui, vous allez avoir du Pfizer. Le monodose, j'adorerais que vous en ayez, mais pour ça, faudrait-il encore qu'il y ait un pays dans le monde qui en dispose. Hélas, ça n'existe pas en flacon monodose, mais c'est évident que ça aurait simplifié la tâche d'absolument tout le monde. Mais il y a encore 400 000 personnes âgées, très malades, qui ne sont pas vaccinées. Et ça représente à peu près 10 patients par médecin libéral. Et je sais que vous faites déjà énormément d'efforts pour arriver à combler ce gap vis-à-vis de certains de nos voisins qui ont réussi à atteindre ou en tout cas à frôler les 100%. Cher Jean-Paul, on se voit régulièrement, on s'est vu d'ailleurs dans mon bureau en format restreint pour ce qu'on appelle une bilatérale il y a quelques jours de cela. On sait aller de l'avant ensemble, reconnaître parfois les insuffisances, les insatisfactions, elles peuvent être d'ailleurs réciproques, mais nous arrivons à avancer de manière toujours concrète et la signature par la CSMF de cet avenant 9 qui représente quand même, je le souligne au passage, un investissement pour les pouvoirs publics de 800 millions d'euros supplémentaires, dont 160 millions d'euros pour la médecine spécialiste d'organes, est venu rappeler cette capacité que nous avons de bien dialoguer et, in fine, au-delà des désaccords, arriver à avancer de concert. Cette signature, je le dis, elle est témoin de votre engagement à continuer la transformation de notre système de santé, comme la modernisation de vos pratiques et la sécurisation des parcours. Et évidemment, j'en suis très heureux. Il y a des sujets qui suscitent de la perplexité, je le sais, je pense notamment aux services d'accès aux soins, mais je crois que les craintes ne sont pas toujours fondées. Le passé nous a montré qu'il y avait parfois certaines dispositions qui pouvaient engendrer beaucoup de craintes et d'inquiétudes et que finalement elles étaient adoptées par les médecins de terrain, et sans prêter une confiance aveugle au dispositif, il n'est pas interdit d'essayer d'innover, surtout quand l'intention est celle d'un accès plus efficace aux soins non programmés. Et là encore, je fais confiance aux médecins libéraux pour s'y impliquer pleinement et je pense y trouver la satisfaction professionnelle qu'ils attendent. On aura évidemment de toute façon l'occasion d'en reparler, peut-être même dans quelques instants. Je vais prendre effectivement quelques questions. Depuis un peu plus de 18 mois, je l'ai dit, la médecine de ville a pleinement assuré sa mission dans des conditions, c'est vrai, souvent difficiles, et les praticiens libéraux ont confirmé, si besoin était, que notre système de santé doit fonctionner sur ses deux jambes. Je n'ai jamais opposé, ni quand j'étais chez vous d'ailleurs, à d'autres précédents congrès de la CSMF. Je n'étais pas encore ministre, mais j'avais pu venir. Je me souviens, c'était à Gien, c'était un endroit très sympathique aussi. Je n'oppose pas la médecine générale, la médecine libérale et l'hôpital, bien sûr que non. Et je n'oppose pas non plus les spécialités d'organes entre elles, ça n'aurait pas de sens. Mon rôle de ministre et ma conviction comme médecin, c'est que ces oppositions, parfois ces postures, ces guerres de chapelle, elles nous ont fait perdre suffisamment de temps comme ça. Et elles nous ont empêchés d'aller de l'avant et de nous moderniser plus avant. L'ambition du gouvernement, c'est bien de faire jouer le collectif. Je crois que ma prédécesseur Agnès Buzyn l'avait déjà montré avec ces CPTS qui ont pris leur essor. Et je vois dans ce collectif, d'ailleurs, une piste intéressante pour la réinvention du syndicalisme, qui serait peut-être aussi de nature à mobiliser davantage les professionnels de terrain lorsqu'on leur demande de se déplacer pour désigner leurs représentants. Et puis, je vais aussi rappeler que je m'inscris pleinement dans ce qui était l'objectif de ma santé 2022, c'est-à-dire le décloisonnement. Je crois que j'ai même la conviction que le Ségur de la santé il participe à réaffirmer cette ambition du décloisonnement. Et quand on parle de décloisonnement, on parle aussi, et peut-être même d'abord de vous, puisque nous allons consacrer pas moins de 6 milliards d'euros au plan d'investissement en santé, à la mise en œuvre de ce décloisonnement. Vous ne m'en voudrez pas de rappeler
que l'exercice mixte ou coordonné et le décloisonnement ont été en quelque sorte vraiment le leitmotiv depuis plusieurs années maintenant. En matière d'exercice coordonné, je crois que nous avons déjà bien avancé. Je le disais, d'abord les CPTS qui ont beaucoup avancé. Je rappelle d'ailleurs que la CSNF avait largement voté en faveur des CPTS et elle a eu raison de le faire parce que la territorialité et la responsabilité collective sont des notions que vous portez depuis très longtemps. Il en va de même pour les équipes de soins spécialisés qui seront, j'en suis sûr, autant de réponses pertinentes aux besoins de santé que des cadres de travail qui conviennent à chacun. J'attends de vous que vous en parliez de ce sujet parce que les équipes de soins spécialisées, ces ESS, c'est vous qui les aviez proposées et c'est à vous de les imaginer parce que vous avez toute notre confiance pour pouvoir le faire. Et les ARS, elles vont être là pour vous aider à bâtir ces différents projets. Je l'ai dit, je n'oppose pas la ville et l'hôpital, au contraire. Je n'oppose pas non plus les CPTS aux équipes de soins primaires ou spécialisées. Toutes ces structures, elles sont complémentaires. Le message que je vous fais aujourd'hui, et je vous ai fait d'ailleurs il y a 10 jours, cher Jean-Paul, c'est porter ensemble un projet qui fait consensus pour améliorer l'accès aux soins. Travailler ensemble, jouer collectif. Quand je dis collectif, c'est les médecins entre eux, libéraux, mais c'est aussi les médecins libéraux et hospitaliers, et c'est aussi, j'allais dire surtout, les médecins et les autres professions médicales et paramédicales, notamment quand on parle de coordination de parcours, lorsqu'on parle de pratiques avancées, pour qu'on sorte de ce paradigme qui fait que dès qu'on parle de coopération, c'est pour prendre un acte à un tel, pour le donner à un autre. C'est jamais très agréable quand on se fait, entre guillemets, piquer un acte, surtout que ce sont souvent des actes qui sont assez courts et donc qui sont plus, je dirais, valorisateurs et que d'autres actes. Et en plus, ça n'invite pas à travailler davantage ensemble. Donc ça, c'est absolument indispensable. Et je crois savoir qu'un nouveau collectif de professionnels libéraux s'est constitué ce mercredi. Donc chapeau, parce que ça veut dire que vous avez été réactifs. En tout cas, je ne sais pas si c'est en lien avec les échanges que nous avions eus, mais c'est forcément une très bonne nouvelle. Le décloisonnement, la possibilité laissée aux médecins de passer d'un couloir à un autre, ça signifie précisément la fin des couloirs. Et le temps n'est plus aux incantations, mais à la mise en œuvre. On a là, je dirais, une fenêtre d'opportunité intéressante. Certes, on ne va pas tout réaliser dans les 8 mois qu'il reste dans cette mandature. Mais moi, je fais évidemment le pari, en tout cas je postule et j'espère que nous aurons 5 ans supplémentaires pour pouvoir pousser les réformes dans notre pays. Et la campagne électorale qui va commencer doit être aussi l'occasion pour les représentants des professionnels de terrain de faire valoir les projets qu'ils ont apportés. Et je vous l'ai dit, donc je le dis ici devant vos mandants, si vous arrivez avec un projet de coordination des soins entre médicaux, professions médicales et paramédicales qui en ville fasse sens et nous permettent d'avancer un peu plus vite, je n'ai aucune raison de le freiner, je me fais même fort de l'accompagner. Il y a aussi un autre sujet qui va être important, ça va être le numérique. Vous le savez, le 1er janvier, il y aura mon espace numérique en santé qui va être généralisé pour tous les Français. C'est une réforme qui, je le crois, pourrait avoir un impact aussi majeur que celui qu'a pu avoir la réforme du prélèvement à la source dans le cadre des impôts. On ne peut pas se rater là-dessus. C'est évidemment un travail technique complexe, mais qui fait suite à des années et des années de consultation, de concertation et de mobilisation. C'est la clé d'une coordination rapide et efficace pour les acteurs. Et là, vraiment, on est à un tournant de notre histoire collective avec cette réforme du numérique en santé. Mesdames, Messieurs, chers confrères, j'ai commencé mon intervention en évoquant le thème de vos universités d'été, l'environnement, qui est la condition de notre avenir commun, du nôtre, de celui de nos enfants. Face à un enjeu aussi immense, nous pourrions nous résigner, nous dire que, somme toute, la partie est terminée, qu'il serait trop tard en quelque sorte, mais nous pouvons aussi mobiliser au contraire l'intelligence et l'énergie collective pour inventer le monde de demain. Je ne serai pas ministre si je ne croyais pas la chose possible, au contraire. Il en va de même pour notre système de santé. Nous l'inventons ensemble, nous le faisons avancer, nous l'améliorons sans nous payer de mots, en nous rassemblant quand la situation l'exige, comme nous l'avons fait ces derniers mois, par-delà les divergences des uns et des autres. Je vous souhaite d'excellentes universités d'été, ambitieuses, tournées vers l'avenir, capables de poser des jalons pour la médecine libérale de demain. Je suis à votre écoute, cher Jean-Paul, et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, j'avais choisi de faire une intervention très courte parce que j'avais fait un long discours en ouverture des universités. Je n'en doute pas, hein, je n'en doute pas. Mais c'est juste que je suis très intéressé pour avoir la vision de la médecine libérale et en particulier de la CSMF
sur ce que vous souhaitez que nous portions ensemble en matière de santé environnementale. Quand je dis que ça m'intéresse, c'est que j'aurai à faire des annonces dans les 2 mois qui vont venir, non pas un Ségur de la santé publique, parce que je crois que la santé publique, ça parle pas assez aux gens. En matière de santé environnement, j'ai vraiment besoin de votre expertise de terrain. Nous participerons et nous contribuerons à ce débat-là. Et on vous transmettra tout ça avec plaisir. Donc, quelques questions rapides de la salle. Il faut se lever et venir parler au micro. Franck de Vulder. Monsieur le ministre, bonjour. On s'est vu avec Jean-Paul Ortiz et le staff de la CSMF, effectivement, il y a quelques jours dans votre bureau, et merci de nous y avoir accueillis. Vous savez que je préside la branche spécialiste de la CSMF et je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'une de nos préoccupations, et je pense que nous la partageons, est celle de l'accès aux soins et l'accès aux médecins spécialistes. Et je pense que nous sommes tous médecins spécialistes en médecine générale, et Luc Duquesnel parlera derrière moi, et spécialistes de toutes les autres spécialités médicales et chirurgicales. Or, l'accès aux soins des médecins spécialistes est complexe. Je suis heureux de vous entendre défendre le concept qui est né à la CSMF, qui est celui des équipes de soins spécialisées et d'un meilleur accès aux soins. Simplement, j'entends vos encouragements, comme nous entendons, et nous avons entendu tout à l'heure à nouveau, les encouragements du directeur général de l'assurance maladie, mais, excusez-moi de vous titiller, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, auprès de mon ministre, nous attendons des faits. Parce que nombreux sont les projets d'équipes de soins spécialisés qui sont nés dans de nombreux territoires. Et pour l'instant, l'intérêt à agir qui est donné aux médecins spécialistes n'y est pas. Je ne doute pas de la volonté politique et la volonté de l'assurance maladie, mais nous souhaitons nous inscrire dans un cadre d'une entreprise médicale libérale où la santé environnementale va évidemment jouer un rôle important. Et il nous faut les uns et les autres, me semble-t-il, et j'aimerais que vous puissiez nous apporter finalement des mesures concrètes auxquelles on peut s'attendre dans les tout prochains mois pour que cette organisation territoriale ait un meilleur accès aux soins spécialisés pour l'ensemble de nos concitoyens soit là. Et pour ça, il nous faut donner un intérêt à agir. Merci pour votre réponse. Je vous réponds en quelques mots. D'abord, il y a actuellement des négociations qui reprennent à l'automne dans le cadre des ACI CPTS et qui doivent porter des projets de financement sur des équipes de soins primaires et des équipes de soins spécialisées. Ensuite, il y aura une étape qui sera une étape essentielle. Ce sera la prochaine convention médicale qui doit pouvoir entériner les modalités de fonctionnement et de financement de ces équipes de soins spécialisées. Et sans plus attendre, j'ai demandé aux agences régionales de santé de lancer des appels à projets dans les territoires pour pouvoir justement inciter les spécialistes à faire des propositions sur le périmètre et les missions d'équipes de soins spécialisées qui verront le jour donc à titre de préfigurateurs, d'expérimentation en vie réelle, si je puis dire, sur lesquelles vous pourrez vous appuyer le moment venu dans le cadre des négociations conventionnelles. Merci. Luc Duquesnel. Bonjour Monsieur le Ministre. Jean-Paul Ortiz, dans son discours inaugural de cette université d'été, a évoqué une problématique qui inquiète un syndicat de médecins libéraux comme la CSMF. C'est de voir, entre autres, pour une spécialité médicale comme les médecines générales, finalement, voir devenir l'exercice salarié plus attractif que l'exercice libéral. En début de semaine, j'ai pris les chiffres du CNOM, qui sont toujours les plus fiables en termes de démographie. 2010-2021, moins 13% du nombre de médecins généralistes en France, avec des départements comme Lyon, moins 30%. Pour autant, le nombre de médecins généralistes salariés en ambulatoire augmente, ce qui montre à quel point le nombre de médecins généralistes libéraux diminue. Ce sont les conseils départementaux, les collectivités territoriales, les communautés de communes, les collectivités qui, à la demande des médecins, mais à la demande aussi des usagers de la population, face à la problématique de l'accès aux soins, demandent à ce que soient créés des postes de médecins salariés qui n'intéressent pas seulement que les jeunes, mais aussi des médecins qui, à 10, 15 ans de la retraite, décident d'arrêter la médecine libérale. Alors, on pourrait voir, tout à l'heure, on avait Thomas Fatome, on pourrait dire finalement l'assurance maladie va faire des économies, puisque finalement ce sont ces collectivités qui suppléent les insuffisances de financement
de cette médecine libérale et qui permettent tant en termes d'organisation, parce que ça diminue les contraintes administratives, mais aussi en améliorant la rémunération, de prendre en compte ce qui n'est pas pris en compte depuis des années, la complexité de l'exercice de la médecine, parce que nos patients ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'évoque pour vous cette évolution? Est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce qu'elle est inéluctable? Que faut-il faire? Bon, d'abord, je ne voudrais pas parler de façon trop générale et globale. Plusieurs points. D'abord, entre 2010 et 2021, le nombre de médecins diplômés en exercice a chuté. Je ne sais pas si c'est plus ou moins de moins 13%. Je ne serais pas étonné que ce soit davantage que ça. On est bientôt au creux de la vague. C'est-à-dire qu'on va bientôt connaître la remontée. Je le dis à l'envie, en 98 ou 99, quand je passe le concours de médecine, on était 3800 à être pris par an à l'échelle du pays en médecine. Cette année, c'est plus de 10 000, ce sont plus de 10 000 jeunes étudiants qui seront admis en deuxième année. Donc, le numerus clausus, ça fait beaucoup de dégâts et la pénurie, elle est globale. C'est-à-dire quand je vais à un congrès d'une fédération hospitalière, eux-mêmes me disent, regardez le nombre de médecins hospitaliers, les recrutements sont très durs. Bien sûr, c'est dur partout parce qu'il y a une pénurie générale. Alors, face à cela, il y a un certain nombre de collectivités qui ont proposé, parce que faute d'arriver à identifier des médecins aptes à s'installer, ont proposé des solutions de financement via du salariat qui offrent aussi souvent des horaires de travail un peu plus flexibles, des périodes de vacances et qui correspondent parfois à des appétences professionnelles. C'est-à-dire que honnêtement, je ne suis pas convaincu que la question de la rémunération, en l'occurrence, soit de nature à éviter que des médecins acceptent du salariat par des collectivités territoriales, dès lors que les conditions de travail sont extrêmement différentes. Je crois que ça répond à des appétences professionnelles. Vous en avez autour de vous, j'en ai autour de moi, des médecins qui ont fait le choix de partir dans des modalités de salariat, parfois d'ailleurs quelques années avant de revenir en secteur libéral. Je ne crois pas que ce soit vraiment antinomique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur l'attractivité du métier. Vous avez dit un point très important qui est toutes les charges administratives, toutes les contraintes qui pèsent sur les médecins lorsqu'ils exercent en ville. Le regroupement est une façon aussi parfois de mutualiser ces contraintes. On travaille à libérer du temps médical. Évidemment, on va dans le sens que vous souhaitez. Mais je pense que si on veut faire un diagnostic de cette situation, il doit vraiment tenir compte du fait qu'on est dans une pénurie globale, en fait, et que je n'ai jamais vu personne, dans aucune structure libérale au public, me dire qu'ils avaient trop, voire assez de médecins, voire que leurs effectifs étaient en train d'augmenter. Donc voilà, on aura encore, sur le plan démographique, 2 à 3 années qui vont aggraver la situation démographique dans certains territoires, pas partout. Et dans 3 ans, on devrait avoir une embellie parce que les premières promos à 7 ou 8 000 médecins par an formés vont pouvoir commencer à s'installer. Et donc, on va avoir à nouveau des médecins libéraux qui vont investir des territoires dans lesquels il n'y en a plus aujourd'hui parce que leurs prédécesseurs sont partis à la retraite. Pour ça aussi qu'on travaille dans l'intervalle, pour pas attendre 3 ans les bras croisés évidemment, le développement de la télémédecine qui était quand même une fulgurance totale au début de la crise sanitaire et qui se maintient à très très haut niveau dans notre pays, mais c'est aussi toutes les solutions dont on a parlé, équipes de soins primaires spécialisées, CPTS, etc. Merci. Autre question? Oui, donc bonjour Monsieur Véran. Donc moi je suis médecin généraliste dans une zone rurale, dans l'Indre, dans la région Centre-Val de Loire. Je suis présidente de CPTS, je crois en l'exercice coordonné. Je suis aussi vice-présidente de l'inter-CPTS de mon département. Je voulais vous parler du SAS. Donc moi je fais partie des 22 projets pilotes SAS, donc le SAS 36. Depuis 8 mois, on travaille là-dessus. Notre projet est finalisé, on est prêt à démarrer. Simplement, nos confrères, et c'est bien normal, n'acceptent pas les conditions de l'avenant 9 pour le financement des régulateurs et des effecteurs. Nous, notre SAS est centré sur le médecin traitant avec une régulation libérale délocalisée pour essayer d'augmenter le nombre de régulateurs. Donc là, l'avenant 9, de toute façon, ne sera applicable qu'en février ou mars 2022. Donc, pour faire démarrer les projets pilotes, il faut négocier avec les DG ARS au niveau régional pour avoir des fonds FIR. On sent bien que les DG ARS sont complètement bloqués et ne veulent pas aller au-delà de l'avenant 9. Donc, du coup, les projets ne vont pas avancer. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont avancé, ou ceux qui ont avancé, c'est ceux qui travaillent avec SOS Médecins. J'ai bien compris que le plus 15 €, par exemple, pour les effections, vous avez peur d'une explosion des
des actes. Or, moi, depuis 2 ans dans ma CPTS, j'ai une organisation de soins non programmés, régulée par le 15, puisque de toute façon, pour l'instant, le SAS n'existe pas. 3/4 des appels régulés sont réglés soit par téléphone, soit par une ordonnance, donc n'aboutissent pas à un acte physique. Donc finalement, il y a très peu d'actes qui aboutissent à une consultation. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'explosion des actes et que le plus 15 € est applicable sans faire exploser les comptes publics. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et est-ce que vous allez donner des indications aux ARS pour ouvrir les négociations, parce que là, on est complètement bloqué alors qu'on est prêt à démarrer. C'est très frustrant dans un département comme le mien, très déficitaire, où plusieurs milliers de personnes n'ont pas de médecin traitant. Madame, l'avenant 9 de la Convention, il s'appliquera. Je veux dire, je ne veux pas revenir aujourd'hui sur un avenant qui a été signé, qui doit rentrer en application, même s'il a pu créer, ça et là, des déceptions. Le fait est que c'est l'engagement qui a été pris réciproque. Je ne serais pas, je dirais, un ministre très sérieux si je vous disais, alors que l'encre n'est pas encore sèche, que c'est pas grave, on va faire différemment. On va évidemment suivre, et moi je vais suivre personnellement de très près les premières plateformes SaaS qui vont se développer. Moi, je vous dis ma conviction, je pense que ça va fonctionner. Et les premiers échos que j'ai, c'est qu'on va avoir des médecins qui seront volontaires pour pouvoir faire fonctionner ces plateformes de SaaS parce qu'elles sont très attendues par les patients, mais elles sont aussi très attendues par les professionnels. Je regarde je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je regarde à gros traits, si je prends l'exemple du Grand Est, il y avait, c'était une forfaitisation qui atteignait 100 voire 105 € de l'heure, et après l'avenant 9, c'est du 90 € de l'heure. 90 € de l'heure, ce n'est pas rien en matière je dirais, en matière salariale, et l'écart n'est pas si élevé que cela. Il y a d'autres expérimentations régionales où l'avenant 9 est plus, je dirais, intéressant en termes financiers que ce qui pouvait être dans le cadre des expérimentations, et les expérimentations ont fonctionné. Moi, je vous dis vraiment, j'appelle chacun et je vous remercie de ce que vous faites, madame, parce que vous cumulez beaucoup de casquettes, ça veut dire que vous êtes très engagé dans le système de santé, et merci pour cela, parce que c'est fondamental. Donnons-nous une chance de voir comment ça fonctionne. Moi, je refuse de considérer par avance que ça ne marcherait pas pour telle ou telle chose. Je crois qu'on peut se donner les moyens de voir si ça fonctionne. Ensuite, on n'a jamais été obtus, et lorsqu'il y a des difficultés, on les réglera, évidemment. On tient énormément à ce SAS. Autre question ? Et après, un neurologue. D'abord, une médecin généraliste, après, vous aurez droit à un neurologue. On regarde où ? On regarde pas. Bonjour Monsieur le Ministre, Isabelle Noix-Martineau, je suis médecin généraliste à Angers. Je vous avais rencontré lors de l'hommage national après le travail qu'on avait fait en Covid. Je voudrais témoigner que je pense que les médecins généralistes ont beaucoup donné dans la crise Covid, d'abord dans les centres Covid au printemps dernier, dans leur cabinet, maintenant actuellement dans la vaccination, que ce soit en cabinet ou en centre de vaccination. Moi-même, j'ai œuvré pendant 6 mois dans des centres de vaccination locaux. On a quand même souffert des difficultés d'approvisionnement des vaccins dans les cabinets avec des allers-retours, des médecins qui attendaient, qui étaient obligés d'annuler des rendez-vous. Donc j'ai un petit doute quand même sur le relais en ville, là, si les centres ferment complètement pour le rappel des anciens. Vous parliez des CPTS, mais je voudrais rappeler aussi tout le travail pluripro qui a pu être fait hors CPTS au niveau de la coordination départementale dans les covilles départementaux et là où effectivement dans l'organisation des centres de vaccination c'était indépendant des CPTS et il y a tout un travail, en tout cas nous dans les Pays de la Loire et en Maine-et-Loire on travaille énormément avec les ARS, avec le Conseil de l'Ordre, avec nos représentants RML, avec nos représentants de la continuité de soins et ça c'est important que ce soit aussi compté. Il y a des choses hors CPTS dans la coordination et c'est important que ça puisse être valorisé aussi. Je voudrais quand même témoigner pour mes collègues d'un sentiment, d'un certain manque de valorisation de la médecine libérale en retour de tous les forfaits. Donc dans les difficultés de l'avenant 9, il y a des choses qui ressortent encore actuellement. Et de la difficulté cet été d'être sans remplaçant et qu'on a un peu le sentiment que nos remplaçants nous renvoient que notre exercice n'est pas assez valorisé par rapport à ce qu'ils peuvent gagner maintenant en faisant des gardes, en allant en centre de vaccination, ainsi que des confrères libéraux qui, à 10 ans de la retraite, comme le disait Luc, envisagent d'arrêter parce que c'est trop fatigant pour ne pas faire un infarctus 2 ans après leur retraite, ce qui était le cas de mon médecin traitant. Donc voilà, moi je voudrais vous alerter sur le fait qu'il y a une aggravation possible de notre capacité à assurer nos missions si on n'a pas rapidement une valorisation pour s'assurer que dans les jeunes qui sortent, vous parliez d'une carence, et puis que parmi ceux qu'on fait qui sont déjà insuffisants, il n'y en ait pas un tiers qui partent en salariat et qu'on en ait suffisamment dans nos cabinets pour assurer l'avenir. Et je pense que le SAS, outre tous les soucis de négociation, ne résoudra pas tous les problèmes. Et donc je voudrais vous alerter que
Je pense qu'aujourd'hui, et quand je croise des amis, des collègues en dehors, les gens disent « Mais comment vous êtes toujours à 25 € l'acte? Ça fait des années. » Je crois qu'il y a vraiment une urgence à revaloriser la médecine libérale si on veut continuer à faire de la médecine de qualité. Voilà, merci. Merci Jean-Paul. Je vais prendre la dernière question, s'il te plaît. Je suis désolé, mais je vais devoir, après, vous laisser. Je répondrai à l'ensemble. Ça tombe bien, Bruno Perotti, président des neurologues. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour chers confrères. D'abord, en préambule, une invitation. Si jamais vous nous donnez les moyens de démarrer une équipe de soins spécialisés, sachez que vous êtes le bienvenu dans le Comte-Avenessin à Carpentras. Je vous signale que c'est la terre d'élection d'un évêque au XIIe siècle qui s'appelait Saint-Véran. Donc, vous pourrez venir nous voir. Deuxième élément, je crois que la CSMF est très attachée au paiement à l'acte. C'est pour nous à la fois un moyen de valoriser l'acte médical et donc la qualité et la pertinence de la consultation, et donc en même temps de développer un exercice de qualité. Dans la préparation de la prochaine convention, nous avons le souci de simplifier la cotation des actes. Est-ce que vous serez d'accord pour appuyer cette démarche de simplification avec une valorisation suffisante à la fois du temps médical, de l'expertise, du stress de la consultation, de toutes ces données qui font que l'exercice médical peut être difficile, complexe, voire très complexe, et nous permettre de donner à la clinique, je crois que ça vous tient à cœur d'ailleurs, vous l'avez dit, que les spécialités cliniques soient valorisées, de donner à la clinique toute sa place. Merci. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je vais vous dire les choses. Vous êtes neurologue en ville, vous connaissez ça mieux que moi. Enfin, l'annonce d'un diagnostic ou l'accompagnement d'un patient qui a une pathologie chronique dégénérative avec prise en charge de la famille et qui va être longue, sera toujours moins valorisé, voire 2 fois moins valorisé qu'un électromyogramme du canal carpien. La construction, y compris dans les spécialités cliniques, de la tarification à l'acte qui fait entre guillemets une part belle à des actes techniques peut faire sens dans certaines disciplines, peut faire moins sens dans d'autres, en tout cas va créer des déséquilibres. Je connais très peu de neurologues qui sont capables de s'implanter en ville s'ils n'ont pas une activité EMG, alors qu'en réalité on peut très bien être neurologue en ville sans faire de EMG, puisque c'est un métier extrêmement riche et même la plus belle spécialité du monde. Vous m'en voudrez pas, cher Jean-Paul, de le dire devant un néphrologue qui est sans doute la 2e meilleure spécialité du monde. Vous dire qu'il va y avoir là une grande révision qui va prendre 4 ans de l'ensemble des actes techniques, à laquelle vous allez prendre une part extrêmement active, j'en suis certain, parce que c'est une grande concertation qui commence. On s'est donné du temps pour le faire, parce qu'on ne veut pas brusquer, on ne veut pas brutaliser, mais c'est intéressant comme moment d'exercice collectif. Et puis, ça me permet de conclure sur la façon dont j'ai commencé, c'est-à-dire, faites-moi des propositions. Dites-moi comment, avec une enveloppe qui est celle qu'elle est aujourd'hui dans le cadre conventionnel, vous souhaitez qu'on évolue pour faire répartir les choses et les missions et les valoriser différemment. Comment on fait pour reconnaître un peu plus le temps passé dans des consultations longues ou les consultations difficiles? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un peu plus de valorisation du temps clinique? Comment on fait pour organiser la répartition du paiement d'actes lorsqu'ils sont effectués par plusieurs professionnels de santé différents? Quels sont les outils, les clés? Moi, je pense qu'on n'a pas vocation à continuer d'échouer sur la question des soins coordonnés, à se poser la question de savoir qui va empocher l'enveloppe et qui va coordonner le parcours d'un tel et d'un tel. Il faut avoir une vision très pragmatique, qui est une vision de terrain, en fait, qui est la vision de tous les jours telle que vous la vivez vous. Donc, ma main, elle est vraiment tendue pour que on puisse avancer ensemble sur ce sujet-là. Vous l'aurez compris, moi, je suis plutôt pour une transformation assez profonde, attachée comme vous à l'idée du paiement à l'acte en ville, je vous rassure. Je ne crois pas, et c'est pas en période de pénurie que la capitation, de toute façon, ferait florès. Et je ne suis pas pour une médecine de salariat. Je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait une médecine libérale qui existe et qui ait toute sa place dans le système. Les Français y sont très attachés aussi, et payer à l'acte. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que notre système, il n'est pas un peu vieux jeu aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à l'étranger autour de nous? Bref, il n'y a plus qu'à.
Merci, merci Monsieur le Ministre. Alors les propositions, on a déjà faites. Là où nous allons un petit peu diverger, c'est sur à enveloppe constante. Mais on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Tu sais très bien qu'à chaque convention, l'enveloppe grossit. Donc, Bon, j'accueille ça avec espoir, mais on verra aux actes. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre d'avoir consacré un peu de temps à notre université d'été. Et à très bientôt, j'espère. Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir.